Le matin. Le matin, c'est le moment où tout le corps se prépare. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il n'y a pas de loi. Il n'y a effectivement pas de loi. Pour moi que c'est effectif. Pas de loi. C'est pas parce que tu pries que tu pries. Faut pas croire ça. Et plus tu auras à demander, moins tu pries. Moins tu prieras, et moins tu pourras même te mettre sur ton tabouret puis attendre. Tu peux attendre longtemps. C'est bon d'attendre. C'est bon. Il n'y a pas de mot précis pour. Mieux vaut insulter que d'être mielleux. Mais c'est sûr qu'une loi, ça n'est pas une règle. La règle, j'ai une règle. Je suis stupidement attaché à... Je suis attaché à des rencontres que j'ai faites avec le crayon, avec les yeux, avec les oreilles, avec mes jambes. J'ai fait des rencontres. Des rencontres qui pendant un temps sont, ou pendant toujours, ou seront confirmées toujours. Ça fait un peu article de la loi, ça. Mais ça n'est pas... Ça n'est pas le chemin qui conduira au bout du chemin. Non. Mais c'est très... D'une certaine façon, c'est très utile. On peut dire que c'est très pratique. Et il n'y a pas à se refuser ça. Il n'y a pas à dire « Oh, moi, je ne suis pas comme ça, je suis libre. » Mais tu n'es jamais libre. Faut pas dire une connerie pareille. Tu verras si tu es libre. Les formes, elles viendront pas vers toi. Tu seras obligé de les inventer. Ben, invente. Il y a comme ça des petits morceaux de mots, des petits bouts d'impression, de sensations, qui s'incrustent dans tes narines et qui t'amènent sur le petit tabouret. Oui, t'as eu chaud. T'as eu chaud, tu le sais pas encore. Et tu vas le sentir bientôt. T'as eu chaud. Et tu te mets où tu veux. Pas nécessairement te mettre à ta table. Il n'y a pas que la table qui compte. Tu peux aller dans la rue. Et puis tu marches, et puis tu regardes. Puis ça peut se passer où tu veux. À la Châtre. La Châtre, dans ce domaine-là, elle est comme les autres. Elle te reçoit, elle te laisse marcher. Alors tu fais tes pas. Tu fais quand même gaffe de ne pas descendre du trottoir. T'évites les gens. Puis t'as vraisemblablement quelque chose qui pèse à droite ou à gauche, et puis ça te ferait bien un peu pencher si tu résistais pas. Tu te dis, peut-être, j'aurais mieux fait de rester à la maison. Mais tu te rajoutes après, je suis aussi bien dehors. Tu marches, tu
tu te dis que tu vas aller jusqu'au bout, puis à la rue là-bas au bout, tu tourneras à gauche. Tu t'écartes et tu t'écartes pas de toi. Si la ville est petite, comme ici, tu vas te trouver vite avec de l'herbe autour de toi. La route est de l'herbe. Et puis un sentier, tu peux prendre le sentier. Tu vas peut-être te mettre à rêver. Tu te rends même pas compte que tu es en train de rêver. Mais t'es pas libre. Non, non. Il y a un travail qui est en train de se faire en toi. Tu le sais pas. Tu peux même pas le souhaiter. Si tu le souhaitais, il partirait. Alors t'avances. Peut-être que tu retournes même sur tes pas. Tu remarques même pas par terre qu'il y a un ver de terre. Tu l'aurais remarqué que tu te serais fixé sur quelque chose. Là, tu es défixé. Pour faire commode, tu pourrais te dire « je suis ailleurs ». Mais si tu te le disais, tu n'y serais déjà plus. Donc tu ne te dis rien. Tu marches, et peut-être même que tu marches plus, que tu es là, planté comme un arbre. Ça fait 10 ans que tu es là. Personne ne te voit. Mais toi, tu es là. Il est possible que... que tu sentes venir... c'est pas une image, c'est pas une bombe, c'est pas un être humain, c'est pas quelque chose que tu connais. T'es là. Tu es là. Sûr que si tu arrivais à quoi? En tout cas, si tu arrivais, tu te trouverais dans une sacrée angoisse. Hein, vieux? Hein? Tu te trouverais comme si, ayant bu, tu venais de te dessouler, mais que tu n'aurais encore pas retrouvé tes jambes. Hein? Ou bien après y avoir dormi, tu ne te rappellerais pas de ton rêve, mais tu aurais perdu tout ton sperme. Il serait sur ton ventre, puis entre tes jambes. Puis tu sentirais que ça fait froid. Puis tu sentirais aussi l'odeur un peu javélisée de ton sperme. Ah. Tu aurais joui sans le sentir. Seul ton rêve, dans ton rêve, l'autre bonhomme que toi, il l'aurait senti. À la suite de quoi t'as perdu ton sperme? Là où tu es, tout debout, au bord de la route? Mais tu deviens fou. Non, tu te dis pas ça. Personne dans ton état ne dirait ça. Cécile, quand elle regarde par la fenêtre, il lui arrive la même chose. Elle est dans une extrême angoisse. Le sperme qui coule, c'est la liquéfaction de son angoisse. Ouais. Et cette angoisse, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour la chasser? La chasse pas. Surtout la chasse pas. La chasse pas. Alors garde-la. Ah. Si tu la gardes, tu vas rester planté là combien de temps encore? Et puis te voilà. De nouveau, t'es chez toi.
Tu as reçu du courrier, tu ouvres tes enveloppes. Tu parcours ce qu'on te dit. Les enveloppes d'un côté, ce qu'on te dit de l'autre. Et tu comprends rien. C'est bien, hein? Rien comprendre. À quoi ça sert tout ce que tu as appris, si c'est pour pas comprendre une lettre ou 10 lettres qu'on t'a envoyées? Ou bien si c'est pour rester planté comme un arbre au bord d'une route. Au fond, ça voulait dire quoi de rester en bas? Ici, bah, t'as trouvé une autre règle. On a glissé dans ta boîte des lettres, tu les as prises dans ta main, tu les as mises sur une table, tu te trouves dans la cuisine, t'as ton chien qui se dit « bientôt je vais avoir la soupe », Cécile qui doit être dans la ville en train de faire quelques courses. Tu ouvres, tu comprends pas. T'es où? T'es ici? T'es en bas? C'est ça être artiste? Tu mélanges tout. Il y a une lettre là. Pourquoi tu l'ouvres pas? Elle n'est pas pour moi, elle est pour Cécile. Ah, tu fais une différence là, c'est bien. Bah alors remonte chez toi. Alors je remonte chez moi. J'ai des semelles de plomb. Ça fait une belle image, mais c'est pourtant bien vrai. J'ai des semelles de plomb. J'ai les jarrets coupés. C'est pas du tout de la fatigue par manque de force. Je suis dans mon petit couloir. J'arrive encore un coup chez moi. C'est quelque chose qui brûle la poitrine, l'angoisse. C'est quelque chose qui obstrue. L'angoisse, c'est quelque chose qui vous initie. Mais il est rare que quand elle est là, on sache saisir ou repousser ce qui vous redresserait, ou bien, comme quand vous étiez enfant, ce qui vous mènerait vers le petit lit. L'angoisse, ça désarme. Et pourtant, ça ne devrait pas vous désarmer. Si je ne me suis pas laissé embarquer depuis des années et des années que je vis avec elle, que j'ai mes hauts et mes bas, qu'inévitablement je dois avoir le fond prêt à ça, alors je n'ai pas encore trouvé. Je croyais que j'allais... Je le croyais. Je croyais que j'allais trouver. Comment, non pas parer, mais une fois que je serai dedans, un jour, je parviendrai à... J'ai abandonné ce... Je ne suis pas... J'ai pas envie de dire ce rêve-là, mais j'ai compris qu'il ne fallait pas aller dans cet espace-là, qui serait l'espace de l'espoir. Je suis plein d'espoir. Je suis plein d'espoir, j'ai la poitrine noire de... Noire, pourquoi noire? Oui, elle est noire de sang, mais elle est blanche de mon souffle. Pas seulement mon souffle avec l'air. Non, pas ça. Mon souffle. Ce qui me fait tenir debout. Qui n'est pas de la force. Qui est plutôt de ma faiblesse. Mais ma faiblesse me fait tenir debout. Moi, oui. Et je
vois bien aussi que c'est la faiblesse qui fait tenir debout d'autres types, ou qui les a fait tenir debout, qui sont morts. Mais pour moi, ils sont pas morts. Personne n'est mort quand il a tenu debout une fois dans sa vie. Si on pense à lui, si on l'entend, si c'est un musicien, on l'entend. Il est toujours debout. Beethoven, il est pas mort. Brahms, il est pas mort. Le vieux Bach, il est là, il est au bout de la table, il est en train de fumer. Il fume la pipe. Il me fait chier, moi je peux plus supporter le tabac. Mais il me fait chier gentiment. Il rigole là en ce moment. Oh, tu peux rigoler dans ta barbe, avec ta perruque mise de travers. Tu parles si t'es beau. Ah, sacré gros. T'es trop gros. Qu'est-ce que c'est qui nous fait tenir? On peut pas répondre, c'est tout. Non. Ah, c'est ça. C'est le vieux qui est au bout de la table. Alors le vieux qui s'appelle Bach ou qui s'appelle mon père. Ah ben oui, mais Bach c'est un peu mon père aussi. Ouais, mais enfin. Bach il est le géniteur de mon angoisse. Mon père il est le géniteur de mon acceptation. Oui. Et puis alors qui est-ce que tu trouves encore? Oh, bah j'en ai quand même une petite flopée, hein. Un type comme Clay, tu vois, il serait le géniteur de ma résistance. Parce que j'ai toujours pensé, puis même en l'ayant lu, puis en regardant bien ce qu'il a fait, lui, il a frôlé les gouffres. Hein. Ah, tout à fait. Il n'a pas imité, comme d'autres, là. Il y en a un qui est mort il n'y a pas longtemps, il a passé sa vie à copier. Hein. À copier, puis à arranger. Puis au fond, à nous servir ce que normalement on devrait rejeter, détester. Non pas parce que c'est inconnu, non pas du tout. Parce qu'il était les piquer, parce que c'est un piqueur. Alors que Clay, il a rien piqué. Il a écouté avec sa troisième oreille, il a regardé avec son œil derrière la tête. Il y avait un œil derrière la tête, il me l'a montré un jour. Il m'a dit, tiens, je te le montre à toi, soulève ma natte. Parce qu'il avait une natte. On ne l'a jamais vu, mais moi je savais qu'il avait une natte. J'ai soulevé la natte. Il y avait l'œil, troisième œil de Clay. Ah ouais. À la fin de sa vie, il en avait un sous chaque bras. Ouais. Alors pour peindre, il mettait les bras un petit peu au-dessus, comme ça. Et qui fait que ça faisait comme les tourterelles pour faire rentrer l'air frais quand elles ont chaud. Ouais. Il avait chaud, Clay. Il y a même des moments où il devait avoir un petit peu trop chaud. Le père Bach, lui, il avait des cuites. Hein. Avec les cuites, il était de plus en plus près de... Il bouillait dans la foi, totalement. Alors ça, c'est important quand on se trouve sur un trottoir et qu'on marche. C'est important de sentir que l'ombre qui est à côté de la vôtre, là, c'est celle du gros à la perruque. Il avait un petit strabisme, hein. Ouais. Quand il foutait des coups de perruque dans la gueule de ses gosses, c'est un peu comme moi quand je fous un coup de tatane à Baba. Oh, des fois, elle m'emmerde, elle est là, elle aboie, surtout que maintenant, elle est vieille, elle n'entend rien, alors elle s'invente des présences. D'un seul coup, ça la prend. Je dis, pourquoi tu gueules comme ça? Comme elle n'entend pas, elle ne peut pas comprendre ce que je lui dis. Mais elle comprend mon expression. Alors, elle sait qu'elle a fait quelque chose de drôle, là. Mais elle a raison. C'est pas parce qu'elle est sourde qu'elle n'entend pas. Elle a des choses en elle. Elle fait du dessin, ça. Ah ouais. Avec sa voix. Ça, c'est des dessins, ça. Je suis emmerdé parce qu'elle a une grosse boule sous le ventre. Ah, ça, je suis emmerdé. J'ai réussi à lui faire comprendre parce qu'elle peut la lécher, elle pourrait même tirer dessus. Elle pourrait l'ouvrir. Là, elle est foutue. J'ai expliqué. J'ai parlé ma langue. J'ai pas parlé wa. J'ai dit, viens là. J'ai mis ma main sur
la boule. J'ai dit, ça, c'est la boule à Zaza. Voilà. Ça, c'est la boule à Zaza. Puis j'ai bien serré. Ah, elle était là. Ça, c'est la boule à Zaza. Zaza, elle ne touchera jamais à la boule. Jamais à la boule. Ça, la boule à Zaza. Jamais. Ça, ta petite gueule, là, jamais. T'as compris? Jamais. Défendu. Chut. Si tu touches à la boule, c'est fini. Aller dans l'atelier, dans le panier, sur la place de la mairie, courir dans le champ, manger la soupe, tout ça, c'est fini. Moi, je crois que tu dois encore manger de la soupe, monter dans l'atelier, aller dans ton panier, courir dans le champ. Ça, c'est... Tu peux pas t'en passer. Mais si tu touches à ça, la boule, tu entends? Ça, c'est fini. Faut pas. Faut pas. Jusqu'ici, ça fait au moins 3 ans qu'elle a la boule, puis elle grossit de plus en plus. De temps en temps, elle lève la patte pour regarder sa boule. Mais c'est gros comme 3 œufs les uns à côté des autres. Puis elle n'est pas jeune. Alors elle regarde. Si je la vois faire, je... Zaza, touche pas. Elle rebaisse la patte. Mais je suis sûr que quand je ne suis pas là, elle lève la patte. Elle touche pas. Elle veut continuer à être dans la vie, à faire des dessins, bouffer la soupe. Alors elle regarde le démon qui est accroché à son ventre. Comme moi, je regarde le démon qui est accroché. Il est dans mon dos ou il est dans ma poitrine? Il est dans ma tête. Quand je dis j'en ai marre, je voudrais me foutre en l'air. Qu'est-ce que je peux pas dire là, à ce moment-là? Ben là, j'ai perdu. Quand je fais ça, c'est que j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu... Je suis perdu. Et quand je dis « Oh, je sais très bien que je suis perdu », je ne dis pas la même chose. C'est vrai. On sent. Quand on s'échappe à soi-même, on sent qu'on se perd. Alors là, il y a une limite. C'est pas facile à saisir. C'est pas facile à saisir, cette limite-là. Même à la voir. À la rigueur, un mot vous la fait voir. Ou un trait sur une feuille. Ah, non pas parce que le trait fait comme une limite, non. Alors disons un rond même. Ou dans la rue. L'œil d'une femme, l'œil d'un homme. Ah, on la voit là. Et c'est curieux, mais tout de suite, non pas on recule, mais on s'écarte. On s'écarte. On ne veut pas du choc. À d'autres moments, on ne s'écarte pas et on reste là, une sorte de face à face. Face à face avec qui? Avec quoi, je sais bien. Je sais bien. En 5-7, ça pourrait se faire. Pourquoi? On aurait fait tout ce trajet pour en arriver à d'un seul coup. Blam! Le coup de hache? Pourquoi? Demain, tu sais pas. Même tout à l'heure, tu sais pas. Ah oui, mais tu peux pas te le dire. Tu peux pas. Tu te mets dans un tel état que tu t'empêches de pouvoir le dire. Oui, bien sûr. Ben, c'est ça. On pourrait même dire c'est ça tout le... C'est ça tout le drame. Non. Ça pourrait aller plus loin. Il y en a d'autres qui ont connu ça, puis qui ont réussi à repousser la porte. Ah, mais il faut vouloir repousser la porte. Oui, d'une certaine manière, oui, on peut dire, mais il faut repousser la porte. Il faut retirer le mot vouloir, parce que vouloir, c'est encore
avoir décidé. Non, non, non. C'est tu lèves la patte pour toucher à la boule et tu ne touches pas la boule. Ça y est, c'est fait. Tu n'y toucheras plus. Ben oui, ben moi je suis pas prêt encore à ça. Oui, ça, je pense aussi que je suis pas prêt. Mais ça serait lamentable, mais lamentable, si ça serait une erreur. Un jour, enfin, ou au bout de 8 jours, ou au bout d'un mois de je ne sais pas quoi. Je coupais court à tout là, paf. Lamentable parce que c'est que j'étais sur le point de. J'étais sur le point. Mais pas de faire ça, justement. De ne pas le faire. Et ça n'était venu que pour me montrer quelque chose. Ce n'était venu que parce que je m'y étais mal pris à un endroit. Mais sinon, c'était là. Là. Le fruit était là. Ou la pierre était là. Ou j'avais plus qu'à le prendre et le mettre dans ma poche. Ou sur le papier. Ou dans la main de Cécile. Tiens, je te donne ça. Une sorte de merveille. Puis un bond de... à ce moment-là, un bond de 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu sais pas. Une sorte de métamorphose. La métamorphose. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'angoisse. C'est l'angoisse que tu as ramassée. La pierre, c'est de l'angoisse, connard. Mais ne la jette pas. Pourquoi tu veux la casser? D'une certaine façon, tu veux casser ce qui t'est donné. Tu veux donc casser la gueule à Dieu, hein? Laisse-le. Laisse-le où il est. Il est en toi. N'y touche pas. Il est ni pour ni contre toi. Et toi, tu es ni pour ni contre lui. Il te passe. Pour passer, il en passe. Ne gâche pas. Non. Ne gâche pas du tout ça. Demain, on verra. Tu ne sais pas. Tu n'as jamais rien su. Tu crois que tu sais. Il y a des mots quand j'ai commencé à lire breton. Au fond, j'ai commencé à lire en lisant breton. C'est vrai, j'avais jamais rien lu. Je me souviens que le seul livre que j'ai reçu de ma vie, livre, un vrai livre, avec un dos, avec des pages, avec une couverture, il était même tellement un livre qu'il était relié. Et j'avais... Ça devait être en 38. J'avais donc un peu plus de 14 ans. J'étais une bonne femme de la maison. Je me rappelle de ça parce que je l'ai traîné toute ma vie et je l'ai encore maintenant. Je peux dire que c'est mon livre. C'est une bonne femme. Elle était du deuxième à droite. Je lui avais donné la main. Elle avait une bonne et puis après, elle n'en voulait plus. Elle était un peu persécutée dans sa tête. Elle voyait partout la menace. Elle ne touchait pas les boutons de porte, sauf chez elle. Tout ce qui était à l'intérieur, une fois la porte passée de son appartement, là, elle touchait tout, les boutons de porte, boutons de fenêtre, boutons électriques, tous les tiroirs. Mais dès qu'elle avait passé ça, elle avait des problèmes. Hein. Pour pousser une porte, elle passait le pied, elle donnait un coup de genou, elle avait du mal à ramasser la monnaie, alors elle tendait le porte-monnaie, parce que le porte-monnaie, ça c'était à elle, ça faisait partie de sa chair. Alors elle ouvrait le porte-monnaie, puis les gens avaient compris. Alors on mettait les pièces, la monnaie, on rendait la monnaie dedans. Et quand elle s'est séparée de sa bonne, elle m'a demandé est-ce que mes parents seraient d'accord pour que je monte le charbon l'hiver, avec les seaux de charbon. Une fois que les seaux de charbon étaient chez elle, ça, elle pouvait les prendre et les virer dans son feu.
Mais une fois qu'elle était sur le palier, dans les escaliers, le seau de charbon, il devenait... je ne sais pas ce qu'il devenait pour elle dans ses mains. C'était une question de main, mais de tête, bien sûr, mais de main. Et puis descendre à la cave, ça devait lui faire peur. Il y avait tout dans la cave. Ça, je la comprenais très bien. Moi, je le savais aussi. Et je lui avais pas dit, jamais je lui aurais dit, vous êtes folle. C'était une demoiselle, une vieille fille. Elle m'avait dit, est-ce que tu accepterais, si tes parents étaient d'accord, toi, tu serais d'accord aussi. Tu me montrais le charbon tous les soirs, 2 seaux. Et puis, tu me tirerais du vin. Tu me montrais une petite bouteille par semaine. Et puis, il y a des pommes de terre dans la cave. Bah, tu ferais pareil. Tu me montrais un panier. Ça, c'était ce qui était dans la maison. Alors, je lui ai dit oui. Puis elle m'a dit, c'est pas la peine que tu en parles. Seulement avec tes parents, moi, j'en parlerai. Alors, j'ai voulu la mettre, non pas à l'aise, mais j'ai voulu lui dire que je comprenais que moi aussi, j'avais des endroits où j'aimais pas aller. Je lui ai dit, moi, quand j'étais plus petit, je disais qu'il y avait des bêtes partout. Alors elle a ri. Et puis ça avait brisé un peu la glace entre elle et moi, mais on ne parlait pas. C'est tout ce qu'on se disait. Puis quand je montais le charbon, t'es bien gentil, je te remercie, etc. Quand je la voyais dans la rue, je lui disais, vous voulez aller où là? Puis j'allais faire sa commission pour elle. Quand je la voyais s'approchant de la porte d'entrée, je la dépassais, je tournais le bouton, je la faisais rentrer. Elle ne se servait pas de la rampe pour monter dans les escaliers. Elle touchait rien. Elle avait des gants. Et puis est arrivé le jour de l'an, sans doute, ou Noël, je ne sais pas. Puis elle a voulu me remercier. Et puis elle m'a dit, tiens, je te donne ça. C'est un livre. Pour un peu, je n'aurais pas su ce que c'était qu'un livre. Enfin, j'étais quand même allé à l'école. Mais ça, c'était un livre. Je n'en avais jamais vu comme ça. J'ai su après que ça, c'était un livre relié, en cuir. Et il y avait même sur le dos des nerfs. Et puis le titre, il était en doré. Et puis la tranche, elle était brune, elle était pas seulement sale, elle était brune, elle avait été teintée. Le cuir, il était marron roux. Ma mère m'avait dit, quand j'étais revenu avec, tu y as pas pris surtout. Non, elle me l'a donné. Eh ben tu vas le lire alors. Ah oui. Je venais de travailler à la Guttaperca, puis je m'apprêtais à travailler sur les marchés, avec un livre à lire. Le soir, je m'étais mis dans mon coin. J'avais une petite lumière dans mon coin. Je retrouvais tous mes gribouillis que j'avais fait sur le mur à ma gauche, depuis que je pouvais tenir un crayon. Je me suis cogné dans ce coin-là, amené ma petite lampe là, puis j'ai ouvert le livre. J'ai rien pu comprendre en l'ouvrant à la première page. Mais j'ai lu ce qu'il y avait sur la première page. Edgar Quinet. Edgar Quinet. Journal. Et puis c'était marqué tome. Et puis il y avait des X, des V. J'ai rien compris. Et puis plus bas, il y avait édité par... Alors je me souviens pas maintenant, mais j'aurais qu'à regarder pour le dire. À Paris. J'ai tourné la page. Il y avait une grande odeur là. Les pages étaient légèrement marbrées, piquetées. Au fur et à mesure que je tournais les pages, j'étais entouré de cette odeur de poussière, un peu de vieux meubles, de foin. Oui, je connaissais un peu le foin parce que quand on allait à Saint-Cloud, on le voyait, les hommes coupaient là-haut. Ma mère m'a dit de la cuisinière, alors tu le regardes son livre?
Oui, oui. Ça va te plaire, tu verras. Ça va te plaire. Je me suis réservé pour plus tard. Je me suis dit dans la semaine ou bien dimanche, j'irai dans le bois de Saint-Cloud, je le mettrai dans ma poche, mais il rentrait pas. Il était beaucoup plus grand que ma poche. Alors je le mettrai dans ma petite musette. Et puis je regarderai si je peux comprendre. Je l'ai fait. Évidemment, j'ai rien compris. Puis je l'ai ressorti comme ça tous les 2-3 ans. Je l'ai eu avec moi à Marseille. Là, j'ai su qui était Edgar Quinet. Je continuais à ne pas comprendre. Mais quand j'ai lu mon premier livre de Breton, ou même le premier livre de Sandrard, le tout premier livre, c'est avec Sandrard que ça a commencé. D'une certaine manière, j'ai compris tout de suite. Ce qu'il y a, c'est que je me fatiguais tout de suite. Je n'arrivais pas à retenir tellement ce que j'étais en train de lire. Donc il fallait que je le lise lentement et très peu. À ce moment-là, oui, quelquefois je devais recommencer. Mais c'était très bien. Sandrard est devenu comme un ami. Breton aussi. Il y avait pour moi, je dirais que si j'avais de l'angoisse avant de lire, quand je lisais, je la perdais. Et il y avait donc en moi comme un air, comme de l'air tiède qui m'assainissait. C'est comme si j'avais été plein d'humidité à force de vivre trop longtemps dans la cave, et qu'à l'âge de 25 ans, c'était comme des aérosols. Ça me faisait beaucoup de bien, mais en même temps, parce que je commençais à comprendre, et que ce que je comprenais, c'était ce dont j'avais certainement le plus intimement besoin. Je ne dirais pas depuis 25 ans. Non, j'en avais besoin depuis 1 mois. Depuis que quelque chose commençait à s'ouvrir, ou bien si quelque chose s'ouvrait, c'est qu'il y avait autre chose qui se fermait. Tout ne s'est pas ouvert, heureusement. Et puis j'ai vraiment claqué la porte à... J'ai vraiment claqué certaines portes. Quelquefois, d'ailleurs, je suis allé les réouvrir. Mais j'avais honte de ne pas bien comprendre quand même. Je sautais par-dessus des mots qui pour moi restaient véritable mystère, ou bien même quand ce n'était pas le mot qui était un mystère, c'était la juxtaposition d'un mot avec un autre qui faisait qu'une sorte de contrariété, de contraction, et puis ça se terminait comme par une déchirure. J'échappais, ou bien c'était ces 2 mots-là qui m'échappaient. Il est évident que j'avais donc honte que ça m'échappe. Puis d'un autre côté, j'étais heureux de cette chose qui m'échappait, parce que